S'il existe une compétence capable de transformer profondément la direction de votre vie, c'est celle-ci. Apprendre à continuer lorsque l'envie disparaît. Commencer quelque chose est rarement difficile. Planifier non plus. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la décision quand l'enthousiasme cesse de vous pousser en avant. Les premiers jours, tout semble clair. L'esprit est motivé, l'objectif paraît proche, l'énergie est élevée. Puis le décor change. La fatigue apparaît, la journée devient plus chargée. D'autres préoccupations surgissent et cette clarté initiale commence à vaciller. C'est dans ce type de moment que la plupart des gens s'arrêtent, mais vous pouvez apprendre à continuer. Les philosophes stoïciens considéraient ce point comme décisif. Pour eux, le caractère se révèle dans la continuité, dans la capacité à maintenir un choix lorsqu'agir cesse d'être confortable. C'est dans ce processus que l'esprit change de position. La constance cesse d'être un effort et commence à devenir une partie de ce que vous êtes. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, ce n'est pas une volonté infinie, ce n'est pas une discipline parfaite. Ce sont quelques changements simples dans la manière de penser et d'agir qui permettent à quelqu'un de continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. Vous allez découvrir 6 leçons stoïciennes qui fonctionnent comme des outils mentaux pour renforcer cette capacité et maintenir vos décisions dans le temps. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que la constance n'est pas un talent, c'est une structure mentale qui peut être construite. Avant de commencer, marquez ce moment par une décision simple. Écrivez dans les commentaires « Je termine ce que je commence ». Parce que chaque fois que quelqu'un mène une décision jusqu'au bout, quelque chose à l'intérieur de l'esprit se réorganise. Et c'est exactement ainsi qu'une personne commence à construire une force que peu de gens développent. Maintenant, passons à la première leçon. Leçon 1. Si vous gagnez le début, le reste devient plus facile. Il existe un moment discret qui définit la direction d'une journée entière. Il dure seulement quelques secondes, mais il décide de bien plus de choses qu'il n'y paraît. C'est cet instant précis où vous savez exactement ce que vous devez faire, mais où une partie de vous veut éviter. Vous savez que vous devriez commencer la tâche importante, mais une autre envie surgit. Regardez votre téléphone d'abord. Vous savez aussi qu'un problème doit être résolu, mais vous choisissez de le remettre à plus tard. Vous savez que vous devriez avoir une conversation importante, mais vous essayez de la repousser à un autre moment. C'est précisément à cet endroit que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que la discipline consiste à faire des choses difficiles tout le temps, mais ce n'est pas cela. La discipline consiste à traverser ce petit instant de résistance, cette seconde où l'esprit essaie de négocier avec vous. Je le ferai plus tard. Aujourd'hui, je suis fatigué. Demain, je commencerai mieux. Et si vous observez attentivement, vous remarquerez quelque chose de curieux. Presque toujours, la bataille se produit avant l'action, pas pendant. Une fois que vous commencez, l'inconfort diminue. Mais tant que vous n'avez pas commencé, il semble immense. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce mécanisme. Marc Aurèle a écrit pour lui-même quelque chose de très simple et très direct. Le matin, lorsque tu as du mal à te lever, rappelle-toi que tu te lèves pour accomplir le travail d'un être humain. Il ne parlait pas seulement de sortir du lit, il parlait de responsabilité envers sa propre vie. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe réellement dans le cerveau un système impliqué dans ce moment de décision. Une région appelée cortex singulaire antérieur entre en activité lorsque vous faites face à un conflit intérieur, lorsqu'une partie de vous veut le confort et qu'une autre veut agir. Ce système fonctionne comme un détecteur d'effort. Il s'active lorsque vous décidez de continuer malgré la résistance. Et voici le point intéressant que la neuroscience met en évidence. Plus vous traversez ce moment de résistance, plus ce système devient efficace. Autrement dit, la capacité à faire face à l'inconfort peut être entraînée. Mais pas comme beaucoup de gens l'imaginent, elle ne grandit pas dans de grands moments héroïques. Elle grandit dans des décisions petites et répétées. Quand vous terminez quelque chose que vous avez commencé, quand vous répondez à un message difficile au lieu de l'éviter, quand vous mettez de l'ordre dans ce qui est en désordre au lieu de l'ignorer, quand vous commencez, même sans envie. Pensez à quelqu'un qui doit résoudre un problème important au travail. Il sait qu'il doit regarder cela avec calme, réfléchir, décider, agir. Mais la tâche semble lourde. Alors il fait ce que beaucoup de gens font. Il ouvre un autre onglet, répond à des emails sans importance, entre sur les réseaux sociaux, cherche une distraction, non pas parce qu'il est paresseux,
mais parce que le cerveau essaie d'échapper à l'inconfort. Maintenant, imaginez la même situation, mais avec une décision différente. La personne respire profondément, ouvre le document et commence à travailler sur le problème même sans envie. Dans les premières minutes, il y a de la résistance. L'esprit tente de fuir. Mais après un certain temps, quelque chose change. La concentration apparaît, la clarté commence à émerger et le problème cesse de sembler aussi grand. C'est le moment où le cerveau apprend une leçon importante. L'inconfort n'est pas un signal de danger, c'est simplement le début du processus. Et plus vous traversez ce point, moins il devient effrayant. Le philosophe Sénèque a écrit quelque chose qui décrit parfaitement ce processus. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. La plupart des gens interprètent l'inconfort comme un avertissement pour s'arrêter. Mais celui qui construit une force mentale apprend à l'interpréter différemment. L'inconfort n'est pas un signal qui dit que vous devriez abandonner. Très souvent, c'est simplement le signal que vous êtes exactement à l'endroit où la croissance se produit. Et cela change complètement la manière dont vous affrontez vos journées, parce qu'à partir de cette compréhension, vous n'attendez plus d'avoir envie pour agir. Vous agissez d'abord, et l'envie vient ensuite. Chaque petite victoire sur la résistance intérieure envoie un message discret à votre propre esprit. Je fais ce qui doit être fait. Et avec le temps, ce message se transforme en identité. Vous cessez d'être quelqu'un qui dépend de la motivation, et vous devenez quelqu'un qui se fait confiance. Au fond, la force mentale ne naît pas du talent, de la chance ou de l'inspiration. Elle naît de ces décisions invisibles que presque personne ne voit. La décision de commencer, la décision de continuer, la décision de ne pas fuir. Et lorsque vous apprenez à traverser ce petit instant de résistance, vous réalisez que l'inconfort n'était pas un ennemi. Il était simplement la porte d'entrée vers une version plus forte de vous-même. Leçon 2. Contrôlez la conversation à l'intérieur de votre tête. Il existe un type de bataille que presque personne ne voit, mais qui se déroule tous les jours dans la tête de toute personne qui essaie d'améliorer sa vie. Ce n'est pas une bataille contre le monde, ni contre les autres personnes. C'est une bataille contre une conversation intérieure qui semble inoffensive, mais qui vole lentement votre énergie. Cette conversation commence de manière subtile. Vous pensez à faire quelque chose d'important et immédiatement apparaît un commentaire mental. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. Vous êtes fatigué. Vous le ferez plus tard, plus tranquillement. Remarquez bien, ce n'est pas un ordre d'abandonner, c'est une suggestion qui paraît raisonnable. Et c'est exactement pour cela qu'elle fonctionne. L'esprit humain possède une capacité impressionnante à justifier ce qu'il a déjà décidé d'éviter. Il construit des arguments intelligents pour expliquer pourquoi remettre à plus tard, pourquoi attendre, pourquoi laisser pour demain. Le problème est que lorsque vous commencez à trop discuter avec cette voix, quelque chose de curieux se produit. L'action disparaît. Vous entrez dans un dialogue intérieur interminable. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Et pendant que l'esprit débat, le temps passe. Beaucoup de personnes croient qu'il leur manque de la discipline dans leur vie, mais la plupart du temps, le problème n'est pas un manque de force. C'est un excès de conversation intérieure. Elles réfléchissent trop avant d'agir. Les stoïciens avaient une position très claire à ce sujet. Épictète enseignait que la souffrance humaine ne vient souvent pas des événements, mais des interprétations et des histoires que nous créons à leur sujet. Et si vous observez attentivement, vous allez remarquer qu'une grande partie de la procrastination naît exactement là. Pas dans la fatigue, pas dans la difficulté, mais dans le récit que vous créez à propos de ce que vous êtes sur le point de faire. Lorsque vous entrez dans ce type de dialogue intérieur prolongé, des zones du cerveau associées à la rumination et à l'inquiétude, en particulier des réseaux liés à ce que l'on appelle le mode par défaut de l'esprit, deviennent hyperactives. C'est le cerveau qui fait tourner des scénarios, qui analyse des possibilités, qui imagine des conséquences. À petite dose, cela est utile, cela aide à planifier. Mais lorsque ce système domine votre esprit, il crée un phénomène curieux. Vous avez l'impression de vous occuper du problème, alors qu'en réalité, vous ne faites que penser au problème. Vous vous sentez occupé, réfléchi, préoccupé, mais vous n'avancez pas. C'est comme quelqu'un qui passe une demi-heure à se demander s'il devrait entrer dans une piscine froide. Il analyse la température,
pense à l'impact, imagine le choc de l'eau. Pendant ce temps, celui qui est simplement entré dans la piscine est déjà en train de nager. La différence n'a pas été le courage, cela a été la décision. Et c'est un tournant important à comprendre. La force mentale ne signifie pas ne jamais ressentir de doute, tout le monde en ressent. La différence se trouve dans le temps que vous permettez à cette conversation de continuer. Les personnes disciplinées n'ont pas moins de pensées sabotatrices. Elles ne les alimentent simplement pas pendant trop longtemps. Elles remarquent la pensée et agissent malgré tout. Pensez à quelqu'un qui doit passer un appel difficile. Peut-être demander pardon ou parler d'un problème délicat. L'esprit commence immédiatement à créer des histoires. Et si la personne réagit mal? Et si cela devient une dispute? Peut-être qu'il vaut mieux attendre. Mais l'expérience montre quelque chose d'intéressant. Presque toujours l'inconfort se trouve avant l'action, pas après. Lorsque la personne passe finalement l'appel, règle la conversation et raccroche le téléphone, une sensation très claire apparaît. Soulagement, clarté. L'énergie qui était coincée dans l'inquiétude est libérée. Sénèque a écrit quelque chose qui reste extrêmement actuel. Parfois nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et cela s'applique parfaitement à cette bataille intérieure. Beaucoup de choses qui semblent lourdes quand nous y pensons deviennent beaucoup plus petites lorsque nous commençons à agir. C'est pour cela que l'une des compétences mentales les plus puissantes que vous pouvez développer est très simple. Raccourcir la distance entre décider et agir. Moins de négociations, moins d'analyse excessive, plus de mouvement. Lorsque vous faites cela de manière répétée, quelque chose d'intéressant commence à se produire en vous. L'esprit apprend que chaque doute n'a pas besoin d'être débattu, que chaque pensée n'a pas besoin d'être prise au sérieux. Vous commencez à percevoir que les pensées ne sont que des pensées. Elles apparaissent, font du bruit et disparaissent, et à ce moment-là naît une nouvelle sensation de pouvoir. Parce que vous comprenez quelque chose que beaucoup de personnes mettent des années à percevoir. Vous n'avez pas besoin de vaincre toutes les pensées négatives, vous avez seulement besoin de ne pas leur obéir. À partir de là, les décisions commencent à devenir plus simples. Vous agissez même avec le doute. Vous commencez même sans motivation. Vous continuez même lorsque l'esprit essaie de négocier. Et plus vous faites cela, plus cette conversation sabotatrice devient silencieuse. Jusqu'au jour où cette voix qui semblait autrefois contrôler vos choix n'est plus qu'un bruit de fond. Et vous avancez quand même. Leçon 3. Faites en sorte que votre esprit réclame les bonnes habitudes. Beaucoup de personnes abandonnent des habitudes importantes pour une raison simple. Elles croient que la discipline signifie faire des choses qu'elles détestent tous les jours. Mais presque toujours, c'est exactement cela qui détruit la constance. Lorsqu'une activité ressemble à une punition, votre esprit commence à chercher des moyens de s'en échapper. Vous remettez à plus tard, vous négociez, vous inventez des excuses, vous promettez que vous compenserez demain, et avec le temps, l'habitude disparaît. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que le cerveau fonctionne d'une manière très spécifique. Chaque fois que vous faites quelque chose qui génère une sensation positive, satisfaction, plaisir, soulagement, sensation de progrès, le cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur lié à la motivation et à l'apprentissage. Cette dopamine fonctionne comme un signal interne qui dit « cela vaut la peine d'être répété ». C'est ainsi que les habitudes se consolident. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez que chaque fois que vous faites quelque chose, la sensation dominante soit l'irritation, l'ennui ou la frustration. Le cerveau apprend une autre leçon. Évite cela chaque fois que possible. C'est pour cela que tant de personnes commencent une routine pleine de volonté et abandonnent quelques semaines plus tard. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un manque de stratégie. Les stoïciens comprenaient quelque chose de très profond à propos de l'esprit humain. Nous ne sommes pas seulement guidés par des obligations, nous sommes guidés par du sens. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais le sens que nous leur donnons. Cela s'applique à presque tout dans la vie. Pensez à deux personnes qui font exactement la même chose. L'une court sur un tapis de course en regardant l'horloge toutes les 30 secondes, en attendant que cela se termine. Pour elle, cela ressemble à une punition. L'autre joue au football avec des amis, rit, bouge, sent son corps vivant. Physiquement, les deux font de l'exercice, mais mentalement, ce sont des expériences complètement différentes. L'une génère de la résistance, tandis que l'autre génère l'envie de revenir le lendemain.
Et c'est exactement là que beaucoup de personnes se sabotent. Elles choisissent des habitudes basées seulement sur ce qu'elles devraient faire, pas sur ce qu'elles peuvent réellement soutenir. Elles choisissent l'entraînement qui est à la mode, la routine que fait un influenceur, la méthode qui semble la plus efficace. Mais elles oublient de poser une question essentielle. Est-ce que cela me correspond? Parce que la véritable discipline n'est pas vivre en guerre constante contre soi-même. La discipline intelligente consiste à créer des conditions pour que votre esprit coopère. Marc Aurèle a écrit quelque chose de très simple mais extrêmement profond. Ce qui est conforme à la nature devient plus facile à soutenir. Votre corps a été fait pour bouger, votre esprit a été fait pour apprendre. Mais la manière dont vous faites cela change tout. Peut-être que courir est insupportable pour vous, mais marcher en écoutant un bon podcast est quelque chose d'agréable. Peut-être que la salle de sport vous décourage, mais nager vous fait sentir léger. Peut-être que soulever des poids ne vous enthousiasme pas, mais boxer libère votre énergie d'une manière qui vous fait sortir meilleur que lorsque vous êtes entré. Le point n'est pas de trouver la méthode parfaite. Le point est de trouver quelque chose que votre esprit accepte de répéter, parce que la constance gagne contre l'intensité. Faire quelque chose de bon 3 fois par semaine pendant des années transforme votre corps, votre énergie et votre confiance. Faire quelque chose de parfait pendant 2 semaines et abandonner ensuite ne transforme rien. Lorsque vous trouvez une activité qui a réellement du sens pour vous, quelque chose change. L'effort continue d'exister, mais la résistance diminue. Vous cessez de penser « je dois faire cela » et vous commencez à ressentir « je veux continuer à faire cela ». Et ce petit changement transforme complètement votre relation avec la discipline. Sénèque a écrit une phrase qui résume bien cette idée. « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Si vous choisissez des habitudes qui ne vous correspondent pas, n'importe quelle difficulté devient une raison d'arrêter. Mais lorsque vous trouvez quelque chose qui s'intègre dans votre vie, dans votre rythme et dans votre personnalité, l'habitude cesse d'être une lutte quotidienne. Elle devient une partie de qui vous êtes. Et lorsque cela arrive, la discipline cesse de dépendre de la motivation. Elle commence presque à fonctionner toute seule, parce que vous n'essayez plus de survivre à l'effort, vous êtes en train de construire une routine que votre propre esprit veut continuer à vivre. Leçon 4. Soyez connu pour tenir ce que vous promettez. La manière la plus simple de perdre confiance en soi, ce n'est pas quand vous échouez, ce n'est pas quand quelque chose tourne mal, c'est quand vous commencez quelque chose et que vous le remettez simplement à plus tard. Vous dites que vous allez organiser votre routine, vous dites que vous allez commencer ce projet, vous dites que vous allez étudier, écrire, vous entraîner, changer quelque chose d'important. Mais les jours passent, d'autres choses apparaissent, et cela reste immobile quelque part dans votre vie. Un onglet ouvert sur l'ordinateur, un carnet oublié sur la table, un objectif qui semblait important, mais qui est resté pour quand ce sera possible. Et le problème n'est pas seulement la tâche restée à moitié faite, le problème est le message que cela envoie à votre propre esprit. Chaque promesse abandonnée crée une petite fissure dans la confiance que vous avez en vous-même. Au début, cela semble insignifiant, mais après quelque temps, quelque chose change. Vous commencez à avoir des idées, mais vous n'y croyez plus vraiment. Vous faites des plans, mais vous sentez que peut-être vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous définissez des objectifs, mais au fond, il existe une voix silencieuse qui dit « Probablement vous ne terminerez pas ». Et c'est dévastateur, parce que la plus grande force d'une personne n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. C'est de croire en sa propre parole. Pensez à quelque chose de très courant, vous décidez d'organiser votre semaine. Vous faites une liste de choses importantes. Tout est là. Résoudre un problème au travail, prendre soin de votre santé, terminer quelque chose qui est resté en suspens. Mais ensuite, la journée commence, des messages arrivent, de petites urgences apparaissent. Vous réglez une chose ici, une autre là. Et quand vous vous en rendez compte, la journée est terminée et ce qui comptait vraiment est resté pour demain. La plupart des gens vivent ainsi, toujours occupés, toujours en train de réagir, mais rarement en train d'achever ce qu'ils ont réellement décidé de faire. Et peu à peu, cela crée un schéma. L'esprit apprend que décider ne signifie pas terminer. Les stoïciens avaient une vision très claire de cela. Pour eux, le caractère n'était pas ce que vous disiez que vous feriez, c'était ce que vous faisiez réellement. Épictète enseignait quelque chose de très direct. Dites-vous d'abord qui vous voulez être, puis faites ce qui doit être fait.
Ce n'est pas une phrase sur la motivation, c'est une phrase sur l'identité. Parce que chaque fois que vous terminez quelque chose que vous avez commencé, même si c'est petit, vous renforcez une identité puissante à l'intérieur de vous. L'identité de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne dépend pas de l'enthousiasme du début, quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir envie tout le temps, quelqu'un qui accomplit simplement ce qu'il décide. Et ce changement commence par des choses très simples. Répondre à ce message que vous évitez depuis des jours, terminer le rapport qui est resté en attente, finir un chapitre du livre que vous avez commencé, résoudre une tâche que vous continuez à repousser. Rien de tout cela ne semble grandiose, mais chaque cycle terminé envoie un message clair à votre cerveau. Quand je dis que je vais le faire, je le fais. Et ce message change tout, parce que la confiance en soi ne naît pas de grandes victoires. Elle naît de petites promesses tenues, répétées encore et encore. Le philosophe William James, considéré comme l'un des pères de la psychologie moderne, a écrit quelque chose de profondément vrai. L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité, l'action et le sentiment avancent ensemble. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir discipliné pour agir. Vous agissez d'abord. Et en agissant, vous commencez à devenir discipliné. C'est ainsi que le respect de soi se construit. Pas avec de grandes promesses, mais avec de petites décisions maintenues jusqu'au bout. Quand vous apprenez à terminer ce que vous commencez, quelque chose change dans la manière dont vous vous regardez. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui essaie et vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui fait. Et ce changement est puissant parce que quand une personne fait confiance à sa propre parole, elle n'a pas besoin de motivation constante. Elle a quelque chose de beaucoup plus fort. Elle a de la crédibilité face à elle-même. Et quand vous arrivez à ce point, vos projets commencent à avancer. Vos décisions deviennent plus fermes et votre esprit cesse de douter de vous. Parce qu'au fond, vous savez une chose simple. Si vous avez décidé, vous allez jusqu'au bout. Et c'est l'une des manières les plus puissantes de construire une vie solide. Leçon 5. Apprenez à aimer le chemin de l'évolution. Il existe une erreur silencieuse qui pousse beaucoup de gens à abandonner bien trop tôt. Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est une manière erronée de regarder le chemin. La plupart des gens ne parviennent à se motiver que lorsqu'ils imaginent le résultat final. Ils pensent à la réussite, à l'approbation, à la reconnaissance, à l'objectif atteint. Le problème, c'est que la vie réelle ne se déroule presque jamais à cet endroit. La vie se déroule dans le processus. Elle se déroule dans les moments où personne ne regarde, dans les tentatives imparfaites, dans les jours où vous faites quelque chose sans applaudissement, sans résultat immédiat, sans cette sensation de victoire. Et quand quelqu'un vit seulement en attendant le résultat, tout le reste semble frustrant. La personne commence un projet et veut voir des progrès immédiats. Elle commence à étudier et veut tout comprendre rapidement. Elle entame un changement dans sa vie et veut sentir qu'elle est déjà devenue quelqu'un d'autre. Mais le progrès se montre rarement de cette manière. La plupart du temps, il est discret, presque invisible. Pensez à quelqu'un qui décide d'améliorer sa capacité à parler en public. Au début, la voix se bloque un peu, les mots ne sortent pas naturellement, la personne devient trop consciente de chaque geste. Si elle reste concentrée uniquement sur le résultat, « je veux parler parfaitement », chaque présentation va sembler être la preuve qu'elle n'est toujours pas assez bonne. Mais si elle change de question, tout change. Non pas « est-ce que je suis déjà excellent dans ce domaine ?» mais « est-ce que j'ai été un peu meilleur qu'hier ?» Tout à coup, de petits progrès commencent à apparaître. Aujourd'hui, elle a réussi à parler avec plus de clarté. La fois suivante, elle a réussi à organiser ses idées de manière plus nette. Puis elle se rend compte qu'elle ne ressent plus la même nervosité. Le progrès n'arrive pas d'un seul coup. Il arrive par couches. Le philosophe d'Aristote l'a décrit de manière brillante lorsqu'il a écrit que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude construite par la répétition. Autrement dit, personne ne devient bon dans quelque chose au moment où il atteint le résultat, la personne devient bonne sur le chemin qui y mène. Et quand vous comprenez cela, quelque chose de puissant se produit dans votre manière d'agir, vous cessez de vivre anxieux pour le futur, et vous commencez à prêter attention à ce que vous faites maintenant, parce que c'est dans le présent que tout est en train de se construire. Imaginez quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. Au début, tout semble confus. Les phrases ne font pas sens. La prononciation paraît étrange. Si cette personne ne pense qu'à « je veux parler couramment »,
Chaque erreur semblera être un signe d'incapacité. Mais quand elle commence à prêter attention au processus, tout change. Un mot nouveau appris aujourd'hui, une phrase qui a enfin pris du sens, une conversation simple qui auparavant n'aurait pas été possible. Soudain, le chemin commence à devenir intéressant, et cela change complètement la relation avec l'effort. Parce que celui qui apprend à valoriser le processus ne dépend plus du résultat pour continuer, le progrès devient la récompense elle-même. Épictète disait quelque chose qui semble simple, mais qui change tout quand on le comprend vraiment. N'explique pas ta philosophie, incorpore-la. Il parlait exactement de cela. Du fait d'arrêter de vivre seulement en attendant la preuve finale du changement et de commencer à vivre selon ce changement dans le quotidien, chaque jour où vous vous présentez, chaque tentative que vous faites, chaque petite amélioration que vous construisez. C'est là que la transformation se produit. Et il y a quelque chose de curieux qui se produit lorsque vous apprenez à aimer le processus. Le résultat cesse d'être une obsession et commence à apparaître comme une conséquence. Parce que celui qui est engagé dans le processus continue quand les autres s'arrêtent, continue quand il n'y a encore aucune reconnaissance, continue quand le progrès est encore trop petit pour être remarqué par les autres. Mais il n'est pas trop petit pour celui qui est en train de construire. Et c'est ici que se trouve le tournant qui change tout. Quand vous apprenez à tomber amoureux du processus, vous ne restez plus jamais paralysé à attendre le moment parfait. Vous commencez, vous continuez, vous vous améliorez. Et un jour, vous regardez en arrière et vous réalisez que le résultat qui semblait si lointain n'était que le reflet naturel de quelqu'un qui a décidé de rester sur le chemin. Les personnes qui vont loin dans la vie ne sont pas celles qui courent après le résultat avec le plus d'anxiété. Ce sont celles qui ont appris à marcher avec constance, jour après jour. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de demander « Combien de temps reste-t-il avant d'arriver ?» Et vous commencez à poser une question bien plus puissante. « Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer un peu plus ?» C'est ainsi que des vies entières commencent à changer. Leçon 6. Une raison plus forte que la fatigue. Notre dernière leçon est celle qui transforme tout ce que vous avez appris jusqu'ici en pratique réelle. C'est le ciment qui soutient la construction. Sans elle, tout ce que nous avons vu auparavant commence à perdre de la force avec le temps. Parce que vous pouvez entraîner votre esprit à traverser l'inconfort. Vous pouvez apprendre à prendre soin de ce qui entre dans votre esprit. Vous pouvez tenir les promesses que vous vous faites à vous-même. Vous pouvez garder de la discipline, même dans les jours difficiles, et même apprendre à tomber amoureux du processus. Tout cela construit le caractère. Mais il existe un point qui décide si tout cela va continuer d'exister dans un an ou disparaître en quelques semaines. La raison pour laquelle vous faites tout cela. Toute personne qui essaie de changer de vie passe par le même début. Au départ, il y a de l'énergie, il y a de l'espoir. Il y a cette sensation forte que maintenant, tout va fonctionner. Vous commencez quelque chose de nouveau, vous faites des plans, vous organisez vos idées, vous imaginez des possibilités, vous sentez que vous avancez enfin. Mais après quelque temps, cette étincelle diminue. Les résultats prennent plus de temps que vous ne l'imaginiez. L'effort commence à peser, la fatigue apparaît, et une question silencieuse commence à surgir dans votre esprit. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer? C'est à ce moment-là que beaucoup de gens croient avoir perdu la motivation, mais presque jamais il ne s'agit de motivation. La plupart du temps, c'est l'absence d'une raison qui soutient réellement l'effort. Parce que lorsque la raison est faible, n'importe quelle difficulté semble trop grande. Mais lorsque la raison est vraie, même l'effort commence à avoir du sens. Imaginez quelqu'un assis seul le soir, après une longue journée de travail. La maison est silencieuse. Le corps est fatigué et l'esprit pourrait simplement chercher une distraction pour se reposer. Mais cette personne ouvre un cahier. Peut-être qu'elle étudie quelque chose de nouveau, peut-être qu'elle écrit des idées, peut-être qu'elle essaie de construire un projet qui n'existe même pas encore vraiment. Personne ne regarde, personne ne réclame, personne n'applaudit. Et malgré cela, elle continue, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'au fond d'elle existe la sensation que cela compte. C'est le type d'énergie que le sens de la vie éveille. Ce n'est pas un enthousiasme bruyant, de ceux qui durent quelques jours. C'est quelque chose de plus silencieux, de plus profond. C'est la sensation que votre vie avance dans une direction qui a du sens pour vous. Nietzsche a écrit une phrase qui traverse les siècles précisément
parce qu'elle touche ce point humain avec précision. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Cela ne signifie pas que l'effort cesse d'exister. Cela signifie que l'effort gagne une direction. Et lorsque l'effort a une direction, il cesse de ressembler seulement à de la souffrance. Il commence à ressembler à une construction. Aujourd'hui, la neuroscience confirme aussi quelque chose que nous ressentons déjà intuitivement. Lorsque vous travaillez sur quelque chose qui a une signification réelle pour vous, le cerveau ne réagit pas seulement au résultat final. Le système de récompense commence à réagir au progrès. Chaque petit progrès génère de la dopamine. Chaque pas renforce la sensation que vous avancez vers quelque chose d'important. Le cerveau commence à interpréter cet effort non pas comme une perte d'énergie, mais comme un investissement. C'est pour cela que certaines personnes parviennent à traverser des périodes difficiles sans abandonner ce qu'elles ont commencé. Non pas parce qu'elles sont motivées tous les jours, mais parce qu'elles savent exactement pourquoi elles avancent. Marc Aurèle réfléchissait constamment à cela dans ses écrits. Au lieu de se demander seulement ce qui était plus facile ou plus confortable, il se posait une question beaucoup plus profonde. Est-ce que cela est en accord avec la personne que j'ai choisi d'être? Lorsque la réponse était oui, l'effort cessait d'être un poids, il devenait cohérence, et c'est peut-être l'une des forces les plus puissantes qu'un être humain puisse découvrir en lui-même. Parce que lorsque vous trouvez quelque chose qui a réellement du sens pour vous, votre relation à l'effort change complètement. Vous cessez de mesurer votre vie seulement par le confort du moment. Vous commencez à la mesurer par la signification du chemin. Les jours difficiles continuent d'exister. La fatigue continue d'apparaître. Les obstacles continuent de surgir. Mais maintenant, il existe une direction, et la direction change tout. Une personne sans direction vit en réagissant au jour. Une personne avec un but vit en construisant les jours. Elle ne se réveille pas seulement pour accomplir des tâches, elle se réveille pour continuer quelque chose qu'elle a commencé. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas comment trouver de la motivation. Peut-être que la vraie question est une autre. Qu'est-ce qui dans votre vie mérite votre effort? Qu'est-ce qui mérite d'être construit même lorsque personne ne regarde? Qu'est-ce qui mérite d'être poursuivi même lorsque le résultat n'est pas encore apparu? Parce que lorsque vous trouvez cette réponse, quelque chose en vous s'éveille. La discipline cesse d'être une lutte constante. Elle devient un engagement. Vous n'avez pas besoin d'en avoir envie tous les jours. Vous avez besoin de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Et lorsque cette raison est claire, même les jours difficiles prennent du sens. Parce que, au fond, la force qui soutient une vie ne naît pas seulement de la motivation, elle naît de la certitude que ce que vous êtes en train de construire mérite d'exister. Le monde attend le meilleur de vous. Et j'espère que, d'une certaine manière, cette vidéo vous a rappelé de faire sortir tout ce que vous savez déjà que vous pouvez devenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïque ». Ainsi je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Aimez, partagez et merci d'avoir regardé.